Je m'appelle Sylvie Mercier. J'ai 59 ans, je suis veuve et je vis dans un quartier tranquille de la banlieue de Nantes. Je travaille comme responsable administrative dans un cabinet d'avocats depuis près de 2 décennies. J'ai élevé 2 enfants, Élodie, ma fille qui vient d'avoir 32 ans, et Lucas, mon fils de 29 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à m'assurer qu'il n'ait jamais à galérer comme je l'ai fait. Mardi dernier, j'ai reçu un email qui a tout changé. Il venait d'Élodie. Pas d'objet, juste son prénom dans ma boîte de réception. J'ai souri avant de l'ouvrir, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une nouvelle rapide ou d'un petit mot gentil avant son grand jour. Nous avions parlé de ses projets de mariage il y a tout juste quelques semaines. J'avais déjà versé 30 000 € pour l'aider à réserver le domaine, assurer le photographe et réserver la fleuriste qu'elle adorait depuis l'université. Mais quand j'ai ouvert l'email, mon sourire s'est évanoui. Maman. L'email commençait ainsi. Pas « chère maman », juste « maman », comme une étiquette. Élodie m'expliquait qu'elle, ainsi que son fiancé Antoine et sa famille, avaient finalisé la liste des invités pour la cérémonie dans le Luberon, en Provence. Et après mûre réflexion, ils avaient décidé qu'il valait mieux que je regarde le mariage via un flux vidéo en direct, et non en personne. Elle a ajouté que la mère d'Antoine était très pointilleuse sur le nombre d'invités et voulait garder les choses intimes. À la fin, elle a inclus une phrase qui m'a fait l'effet du sel sur une plaie ouverte: « Si tu veux participer, tu peux regarder via le lien Google Meet que nous avons créé. Ce sera comme si tu y étais. » Lol. J'ai fixé cet écran pendant un long moment. Mon café a refroidi. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi a doucement basculé, comme si le sol s'était fissuré, mais je tenais encore debout. J'ai répondu par seulement quelques mots, entendus. Profitez bien de votre grand jour. Pas d'émotion, pas d'argumentation, juste un retrait silencieux. Et je savais au fond de moi que ces quelques mots résonneraient plus fort que n'importe quel cri. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas de larmes. Je voulais de la clarté. Je voulais que le silence parle de lui-même. J'ai fermé mon ordinateur portable, fini mon café froid et je me suis préparée pour aller travailler comme si c'était n'importe quel mardi. Mais ce n'était pas le cas. C'était le jour où j'ai arrêté de faire semblant que mes sacrifices signifiaient quelque chose pour ma fille. C'était le jour où tout a commencé à changer. Le trajet vers le bureau ce matin-là était silencieux. L'air du début du printemps nantais était encore frais, mais je le remarquais à peine. Mon esprit tournait en boucle autour de la même question: comment en sommes-nous arrivés là? J'ai passé 18 ans à travailler chez le cabinet Lefebvre et Associés. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Et la stabilité, c'est ce dont j'avais besoin après la mort soudaine de mon mari quand les enfants étaient encore adolescents. Je me souviens m'être tenue devant notre vieille machine à laver, les factures étalées sur le comptoir, essayant de trouver comment payer à la fois les courses et les frais d'inscription d'Élodie pour son école de commerce. À l'époque, je n'hésitais pas à sacrifier mes week-ends. Je prenais des heures supplémentaires, j'annulais mes vacances, je sautais des anniversaires. Je me disais qu'il y aurait du temps pour moi plus tard. Il n'y en a jamais eu. Chaque centime économisé allait à Élodie et Lucas. Quand Élodie a changé de filière 2 fois et a eu besoin de rallonger ses études, j'ai payé. Quand elle a déménagé à Londres pour un travail qui n'a pas duré, j'ai payé sa caution et son billet d'Eurostar. Quand elle a pleuré après sa 2e rupture à 27 ans, j'ai pris l'avion, je lui ai tenu la main et je lui ai fait du thé dans une cuisine qui ne ressemblait pas à un chez-soi. Quand Lucas a voulu acheter une maison avec sa fiancée, je me suis porté caution solidaire pour le prêt et j'ai signé le premier chèque de 10 000 € sans hésiter. Je n'ai jamais tenu les comptes. C'est ce que font les mères, non? Mais cet email m'a donné l'impression d'être une transaction, comme si j'avais été utile et que maintenant je ne l'étais plus. Comme si j'avais une date de péremption et qu'elle était dépassée. De retour au bureau, mon patron, Bernard, s'est arrêté à mon bureau. C'est l'un de ces rares hommes qui se souviennent des anniversaires et de la façon dont vous prenez votre café. Il a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, Sylvie », a-t-il dit en posant un café crème du bistrot d'en bas sur mon bureau. Je voulais lui dire. Je voulais dire que ma fille venait de me désinviter de son mariage, mais à la place j'ai souri et dit que je n'avais pas bien dormi.
Il n'a pas insisté. Ce petit acte de gentillesse, le café, le silence, m'a presque anéanti. Après tout le bruit dans ma tête ce matin-là, cela me rappelait que j'existais encore, que je comptais encore, même si ce n'était que discrètement. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré. Élodie encore. Son nom s'affichait sur mon écran comme un projecteur dont je ne voulais pas. Des messages vocaux, des SMS. Maman, réponds s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas drôle. Je n'en ai écouté aucun. Pas encore. Je suis restée assise là, à siroter mon café, et j'ai pensé, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être celle qui répond toujours. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de jouer un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre quand il ne vous laisse pas monter sur scène. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui allait faire bouger le sol sous nos pieds à tous. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais faire quelque chose de bien plus puissant. J'allais agir. Après le travail, je ne suis pas rentrée directement chez moi. J'ai conduit jusqu'à l'agence du Crédit Mutuel, à quelques rues du bureau. Stéphane, le directeur d'agence, m'avait aidé pour tout, de l'ouverture des livrets jeunes à l'ajustement de mon plan d'épargne retraite. Il m'accueillait toujours par mon nom. Madame Mercier, a-t-il souri en se levant pour me serrer la main. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je me suis assise en face de lui et j'ai posé mon sac à main par terre. Ma voix était calme, presque trop calme. Je dois annuler un virement bancaire, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Celui vers le domaine en Provence ? Oui, celui-là. Stéphane a hésité. Il peut y avoir des frais d'annulation selon le timing, mais puis-je vous demander pourquoi ? Les circonstances ont changé, ai-je répondu sans donner de détails. Il a vérifié quelque chose sur son écran. Vous avez de la chance. Il n'a pas encore été traité. C'est tout juste. Il a fait une pause, puis m'a regardé. Êtes-vous sûre, Madame Mercier ? 50 000 €, c'est une somme importante. J'ai hoché la tête. Je suis sûre. 50 000 €. C'était le montant que j'avais prévu d'envoyer ensuite, en plus des 30 000 déjà partis. 80 000 € au total pour un mariage auquel je n'avais pas le droit d'assister. J'ai signé les formulaires nécessaires et j'ai quitté la banque sans une seconde d'hésitation. Le temps que je rentre à la maison, il y avait 9 appels manqués d'Élodie, 2 de Lucas. Un message vocal disait simplement « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça ». J'ai éteint mon téléphone. Dans la cuisine, j'ai attrapé la bouteille de vin rouge que je gardais pour Noël. Je ne l'avais pas ouverte à l'époque. Élodie était censée venir, mais elle avait annulé à la dernière minute. Le travail, avait-elle dit. Je me suis servi un verre, je l'ai emporté sur la terrasse et je me suis assise dans la lumière déclinante du soleil. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Le chien d'un voisin aboyait. Tout semblait calme. Et puis les souvenirs ont commencé à arriver par vagues. Tous les anniversaires que j'ai planifiés seule. Tous les dîners de fête où je faisais semblant de ne pas attendre un appel qui ne venait jamais. Tous les petits sacrifices que personne ne remarquait. Les nouvelles chaussures que je n'ai pas achetées. La voiture que j'ai conduite pendant 14 ans. Les vacances que j'ai repoussées. J'ai pensé à la mère d'Antoine. Cette femme qui connaissait à peine Élodie. Pourtant, son opinion avait plus de poids que la mienne. Cette femme dont l'idée de la famille signifiait exclure la seule personne qui avait porté Élodie à travers chaque période difficile de sa vie. J'ai pensé à la façon dont Élodie avait signé son email avec LOL, comme si regarder le mariage de sa propre fille à travers un écran était une blague. Et finalement, j'ai pensé à moi, pas en tant que mère, pas en tant que veuve, mais en tant que femme. Qu'est-ce que je voulais ? La paix, la dignité, une vie qui ne tournait pas autour du fait d'être utile à des gens qui ne se montraient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ce soir-là, vers 21h, la sonnette a retenti. J'ai pensé à l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. C'était Lucas, toujours dans ses vêtements de bureau, cravate desserrée, manches retroussées. Il avait l'air mal à l'aise, tenant son téléphone dans une main comme un bouclier. « Maman », a-t-il dit en entrant avant que je puisse parler. « Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ?
Élodie est en train de péter les plombs. J'ai fermé la porte calmement. Bonsoir à toi aussi. Il a soupiré, faisant déjà les 100 pas. Elle dit que tu ne viens plus au mariage maintenant. Que tu fais des histoires. J'ai ri. Des histoires? Pour ne pas assister à un mariage dont j'ai été désinvité? Il s'est agité, mal à l'aise. Les parents d'Antoine paient la plus grosse partie de la facture, maman. Tu sais à quel point ils sont traditionnels. J'ai haussé un sourcil. Traditionnel. J'ai déjà payé 30 000 €. J'étais sur le point d'en donner 50 000 de plus. Ce n'est pas une tradition. C'est une rançon. Il s'est figé. Attends, tu allais envoyer 50 000 de plus? J'allais, ai-je dit en sirotant mon vin, mais plus maintenant. Le visage de Lucas a blêmi. Maman, il compte le dessus. Le domaine, le traiteur, le... Ce n'est plus mon problème, ai-je dit d'un ton égal. Sa voix est montée. Bien sûr que c'est ton problème. C'est ta fille. Et je suis sa mère, ai-je dit doucement. Une mère à qui on a dit de rester à la maison et de regarder depuis un écran. Il a passé ses mains dans ses cheveux, visiblement agités. Tu ramènes toujours tout à toi. Et c'était ça. C'était le moment où quelque chose en moi a finalement lâché. Sors de chez moi. Quoi? Tu m'as entendu, Lucas? Sors. Maman. Non, ai-je dit fermement mais doucement. J'ai donné tout ce que j'avais et j'en ai fini d'être la méchante dans une histoire que j'ai écrite avec amour. Lucas est resté là une seconde de plus. Puis il s'est retourné et est sorti. La porte a cliqué derrière lui doucement, mais cela a semblé plus bruyant que n'importe quel claquement. Je me suis tenue au milieu de mon salon, le cœur battant, et j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 43 appels manqués et une série de messages frénétiques d'Élodie. Il commençait par une culpabilisation passive-agressive. Maman, il faut qu'on parle. Pourquoi tu fais ça? C'est gamin. Puis le ton a changé. Le domaine vient d'appeler. Le paiement n'est pas passé. On va tout perdre si on ne paie pas d'ici demain. Les parents d'Antoine sont furieux. Ils disent que ça prouve qu'ils avaient raison à ton sujet. À 3h24 du matin, elle a envoyé « Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. » J'ai souri dans mon café. Bien sûr qu'elle ne comprenait pas. Élodie avait grandi avec mes sacrifices tissés si étroitement dans sa vie qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander d'où venait le confort, la sécurité, la stabilité. Elle supposait simplement que ce serait toujours là, que je serais toujours là. Mais pas cette fois. Plus tard dans la matinée, alors que j'examinais des contrats à mon bureau, un email est apparu dans ma boîte personnelle. L'objet disait « S'il te plaît, ne gâche pas mon mariage ». J'ai ouvert sans attente. Maman, a-t-elle écrit, je sais que tu es contrariée par cette histoire de streaming, mais c'est extrême. Nous avons perdu la compte du domaine, et si nous ne payons pas le solde restant avant la fin de la journée, le traiteur part. Les parents d'Antoine sont plus que contrariés. Ils disent que cela prouve qu'on ne peut pas raisonner avec toi. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut discuter de ta présence à la cérémonie, mais nous avons besoin des fonds d'abord. Voilà. Ils étaient prêts à discuter de me laisser assister maintenant que l'argent avait disparu. Pas d'excuses, pas de réflexion. Une négociation. Comme si ma présence au mariage de ma propre fille pouvait être marchandée, achetée ou vendue selon ma générosité. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'email et je me suis remise au travail. Vers midi, Bernard s'est arrêté à mon bureau. Déjeuner, a-t-il proposé. Ce nouveau restaurant italien vient d'ouvrir. J'ai failli refuser comme je le faisais d'habitude. Mais quelque chose en moi a changé. C'était peut-être la clarté des dernières 24 heures. Peut-être avais-je juste besoin de m'asseoir quelque part où l'on ne me demandait rien. Alors, j'ai hoché la tête. Avec plaisir. Autour d'un plat de pâtes, il m'a parlé de ses petits-enfants et à quel point c'était épuisant mais beau de leur courir après. Ses yeux étaient doux. Il a fait une pause et a dit gentiment, « Pardonne-moi, Sylvie,
mais tu as l'air plus légère aujourd'hui. Je me suis surprise moi-même. Je lui ai tout raconté sur Élodie, l'email, le mariage, l'argent et ce que j'avais fait. Quand j'ai fini, il n'a pas jugé. Il n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Il a juste dit, parfois, la partie la plus difficile de l'amour, c'est de poser des limites, surtout avec les gens à qui nous avons le plus donné. Il a tendu la main à travers la table et a brièvement pressé la mienne. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis longtemps, je le croyais aussi. Quand je suis retournée à mon bureau, il y avait plus d'appels, plus de textos, mais je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin car pour la première fois, mon silence en disait long. Ce soir-là, alors que je me garais dans mon allée, le ciel s'assombrissait déjà. La lumière du Porsche s'est allumée automatiquement. Tout semblait calme, paisible même. Mais il y avait quelqu'un assis sur les marches de mon entrée. En m'approchant, je l'ai reconnue. Sophie. Elle s'est levée rapidement, brossant une poussière invisible de son manteau. Sophie était la meilleure amie d'Élodie depuis le CM2. Elle avait passé d'innombrables week-ends chez nous à faire des gâteaux, regarder des films, glousser dans des sacs de couchage jusqu'à l'aube. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Madame Mercier, a-t-elle dit doucement. Je suis désolée de passer à l'improviste comme ça. C'est bon, ai-je répondu en déverrouillant la porte. Tu veux du thé? Elle m'a suivi dans la cuisine, ses yeux scannant les murs familiers comme s'ils contenaient de vieux échos. J'ai rempli la bouilloire et j'ai attendu. C'est Élodie qui t'envoie, ai-je finalement demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est dans un sale état. Ils ont perdu le domaine. La fleuriste a laissé tomber. Les parents d'Antoine menacent d'annuler le mariage. Je n'ai rien dit, posant 2 tasses sur le comptoir. Elle panique, a continué Sophie. Elle sait qu'elle a merdé. Elle ne sait juste pas comment arranger les choses. C'est pour ça que tu es là, ai-je demandé. Pour arranger les choses? Elle a secoué la tête. Non, je suis là pour demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut dire ou faire pour te faire changer d'avis? J'ai fait une pause. Y avait-il quelque chose? Est-ce qu'une excuse changerait ce qu'on ressent quand on est exclu? Quand on est utilisé comme un compte en banque, quand on vous dit que vous n'êtes pas la bienvenue à moins que votre argent ne le soit. J'ai regardé Sophie, encore jeune, encore pleine d'espoir. Non, ai-je dit doucement. Il n'y a rien. Ses épaules se sont affaissées. Même si elle s'excuse? Je lui ai tendu une tasse de thé. Les mots sont faciles, Sophie, surtout quand les gens sont désespérés. Mais les gens qui t'aiment, ils n'attendent pas que tu leur coupes les vivres pour te voir. Sophie a baissé les yeux vers son thé, hochant lentement la tête. Je comprends, a-t-elle dit. Même si elle, non. Je suis désolée, Madame Mercier. Tu n'as pas à l'être, ai-je répondu. Nous sommes restés en silence un moment. 2 femmes de générations différentes connectées par une vérité difficile. Parfois, l'amour a des limites. Parfois, la seule façon d'être vue est de partir. Sophie n'est pas restée longtemps. Elle n'a pas essayé d'argumenter. Elle m'a juste remercié, m'a serré doucement dans ses bras et est repartie dans la nuit. Et j'ai finalement fermé la porte sur une version de moi-même que j'avais dépassée depuis longtemps. Le mariage n'a jamais eu lieu, pas comme ils l'avaient prévu en tout cas. Ils se sont démenés pour trouver un autre lieu, mais tout était soit complet, soit beaucoup trop cher sans l'argent que j'avais promis autrefois. D'après Lucas, ils ont fini par faire une petite cérémonie dans le jardin des semaines plus tard, juste quelques proches et les parents d'Antoine. Je n'étais pas invitée, et cette fois, je n'avais pas besoin de l'être. Dans les semaines qui ont suivi, Élodie a envoyé un dernier email, un long. Émotionnel, moitié excuse, moitié justification. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé. Je n'étais plus en colère, j'avais juste tourné la page. Il y a une paix étrange qui vient avec le lâcher-prise, non pas dans la rage, mais dans la clarté. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis réveillée sans me demander qui avait besoin de quelque chose de moi, sans me préparer à une autre culpabilisation déguisée en amour. J'ai instauré une nouvelle règle pour moi-même, si ma présence est négociable, alors mes efforts le sont aussi. Je vais au travail. Je lis des romans.
J'ai rejoint un cours de poterie. Je dîne avec des amis qui me voient moi, et pas ce que je peux leur donner.